Ici Florence K. Vous me connaissez surtout pour ma musique, mais là, je veux vous parler de santé mentale. D'ailleurs, le titre de la série, Une personne sur 5, fait référence à la proportion de Québécois qui seront affectés par un trouble mental au cours de leur vie. Ma conversation avec l'autrice-compositrice-interprète Liliane DeFrancesco, découverte à La Voix en 2015, et le psychologue Camilo Zacchia, aussi le vice-président de l'organisme Phobie Zéro, nous permet justement de mieux comprendre le trouble anxieux, particulièrement chez les ados. Bonne écoute! Bienvenue à Une personne sur 5. Comme doctorante en psychologie, oui, les psychologues ont un doctorat, même si ce ne sont pas des médecins comme les psychiatres, je me fais le devoir de défaire les mythes à propos de la santé mentale. Et pour le premier épisode de la série, on s'intéresse aux troubles anxieux chez les jeunes, chez les adolescents. Avant de plonger dans le vif du sujet, on va démêler les termes stress, anxiété, troubles anxieux. On va regarder qu'est-ce qui les distingue. Donc, stress, c'est quand il y a une tension, quand il y a une situation qui est difficile à gérer, puis on a l'impression de ne pas être capable de la gérer à la hauteur de ce qu'on voudrait être capable de faire. L'anxiété, c'est une émotion, c'est quelque chose qui est tout à fait normal, hein. C'est pas nécessairement pathologique. L'anxiété, c'est notre système d'alarme qui nous dit « Hey, oh, attention, attention, il y a peut-être une menace ici. » Mais l'anxiété, quand c'est trop, quand il y en a trop, quand on fonctionne moins bien, quand on a de la détresse, quand on a l'impression de percevoir des menaces un peu partout, même s'il n'y en a pas, bien là, ça peut justement devenir plus complexe et ça peut même mener à un trouble anxieux. Et mes invités, Liliane et Camilo, ont beaucoup de choses à dire à ce sujet. Bonjour à vous deux. Merci d'être là. Bien là, merci de nous recevoir. Merci Florence, c'est un plaisir d'être là. En premier, bien, j'aimerais demander à Liliane DeFrancesco, ton trouble anxieux, comment il s'est manifesté dans ta vie? En fait, je dis tout le temps que c'est là depuis le début de ma vie. Ça a commencé très jeune. J'avais peut-être 9, 10, 11 ans, dans ces eaux-là. C'était simplement moi qui allais dormir chez des amis. J'étais pas capable de dormir chez des amis. Toute la journée, ça allait super bien. Puis dès qu'on arrivait le soir, il y avait quelque chose qui se passait à l'intérieur. Honnêtement, j'avais vraiment l'impression que j'allais vomir. C'était vraiment ça. Dès que je m'endormais, j'avais l'impression qu'un monstre montait. Puis quand j'en ai parlé à mes parents, ma mère, sa première réaction, c'était « Ah, ben tu dois avoir des reflux gastriques. » Puis toute ma jeunesse, je me suis dit ça dans ma tête, que c'était une affaire avec ma digestion, que c'était une affaire avec, tu sais, que bon, je suppose que je suis différente, tu sais. Puis c'est resté comme ça. Donc, j'allais pas dans des parties comme les autres adolescents. J'expérimentais pas comme les autres adolescents de mon âge. Parce que, justement, par peur que ce monstre-là revienne. Qu'il revienne, que ce soit dans des soirées ou que ce soit même dans les journées. Puis ensuite de ça, j'ai participé à La Voix. Et de plus en plus, j'avais l'impression que ça augmentait. J'ai des moments où est-ce que ça me pognait que je ne sortais pas du lit pendant une semaine complète. On était rendu là. Et là, c'était rendu non seulement dans ma tête, mais c'était rendu aussi dans mon apparence. Puis ça, je m'en souviendrai toujours. En 2019, je suis allée en voyage avec mes amis, mes meilleurs amis du secondaire et tout. Et le soir, je faisais une crise d'anxiété parce que j'avais peur que mes amis me voient en maillot le lendemain. Parce que je me trouvais pas belle. Parce que je me trouvais grosse. Je m'aimais tellement pas. Puis mes crises d'anxiété étaient tellement intenses que non seulement j'ai pas dormi pendant ce voyage-là, mais j'étais rendue que je me faisais vomir, là. J'étais rendue là. Puis ça c'est... Excusez. Ça, c'est une partie de ma vie que j'ai jamais parlé à personne. Que j'ai jamais dit. Ou est-ce que je voulais tellement sortir ce monstre-là de moi
que je pensais que c'est en me faisant vomir qu'elle allait sortir. Et bien évidemment, étant donné que pendant ce voyage-là, j'étais avec mes meilleurs amis, dont, honnêtement, je leur dois la vie. Ils ont vu comment j'allais pas bien. Ils ont vu comment ça prenait possession, que j'avais plus de plaisir à la vie. Mais quand on est revenu du Mexique, puis on s'entend là-dessus, là, moi, je suis ultra orgueilleuse. Hein? Donc, pour moi, d'aller chercher de l'aide, c'est d'admettre que j'ai un problème. Pour moi, d'aller chercher de l'aide, c'est de défaire l'image de la parfaite Liliane de Francesco. Donc, moi, il n'y avait aucune chance que j'aille chercher de l'aide. Aucune chance. Donc, elles, mes amies, intelligentes comme elles le sont, ben, ils ont pris un rendez-vous à une clinique. Mais moi, c'est pas ça qu'ils m'ont dit. Ils m'ont dit « Oh, on s'en va bruncher. » Mes petites maudites. Fait que finalement, on arrive à une clinique, je suis comme « Qu'est-ce qu'on fait ici? » Ils sont comme « Ben Lily, t'as besoin d'aide. T'as besoin d'aide. On t'a vu agir au Mexique. T'es pas bien. » Hey, j'étais fâchée. Là. J'étais très fâchée. Juste voir le médecin, ben j'étais arrivée dans son bureau puis j'ai fait une crise d'anxiété. Là, j'ai réalisé que j'avais un problème. J'étais tellement tannée de tout le temps me remettre en question, de tout le temps sentir cette boule à l'intérieur de moi qui prend contrôle, que ben, je voulais plus vivre. Je ne voyais pas le point. Tu ne voyais plus de façon de te débarrasser de la souffrance. Exact. Puis je savais pas à qui en parler parce qu'à chaque fois que j'en parlais à quelqu'un, encore une fois, mes parents sont formidables, mais pour eux, c'était impossible que leur fille ait un problème. Comment leur fille peut avoir un problème quand elle a tout pour elle? Mm-hmm. Puis un moment donné, je faisais une crise d'anxiété tellement grande, tellement grande, que je voulais juste que ça arrête. Et donc, est-ce que c'est toi qui a mentionné à quelqu'un « j'ai besoin d'aller à l'hôpital » ou ouais, est-ce que... mon copain, dans ce temps-là, je l'ai appelé directement. J'ai dit « Écoute, je sais plus quoi faire. Faut que tu viennes me chercher. » Puis, il est venu me chercher. Puis, je me suis rendue à l'hôpital. Et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré mon psychiatre d'aujourd'hui et que pour qui je suis éternellement reconnaissante. Et parce que cette personne-là m'a écoutée et il m'a compris, il me dit, si tu as un problème mental, c'est correct. Oui. Camilo Zacchia, tu as été psychologue à l'Institut universitaire en santé mentale Douglas pendant plus de 30 ans et tu es aussi vice-présidente de l'organisme Phobie Zéro, un groupe d'entraide pour les personnes qui souffrent de troubles anxieux. L'histoire de Liliane, c'est quelque chose qui est commun dans les troubles anxieux? Oui, avant tout, merci Liliane pour parler de ton histoire. Je sais que c'est pas toujours facile et qu'on se sent toujours à part du reste du monde. Et merci aussi à toi de faire cette présentation parce que c'est important que les gens comprennent qu'est-ce que c'est un trouble anxieux. Parce que c'est vrai, les gens entendent et disent, mais de quoi la peur? Pourquoi? Ça fait pas de sens. Donc, si on voit quelqu'un, par exemple, dans la rue avec une jambe cassée à 90 degrés, on peut imaginer sa douleur et on est capable de comprendre. Si on voit quelqu'un paniquer dans une classe ou dans un ascenseur et on n'a pas peur, on dit, mais pourquoi la peur? Les gens ne réalisent pas comment c'est subjectif. Et dans toute ton histoire, c'est clair que tu es une extrême perfectionniste. Coupable. Non, mais c'est bien. En effet, c'est bien parce que c'est cette voix qui dit tu peux faire mieux, qui te fait pratiquer, t'améliorer, s'assurer que toutes les notes sont bonnes, etc. Donc, les athlètes, les performeurs, les chanteuses et tout le reste sont des gens qui ont des standards très élevés. Ouais. Le problème avec l'anxiété, c'est que quand j'ai peur qu'un mal arrive, ça me pousse à chercher à le contrôler, à éviter le mal. Je peux faire plein de choses pour réduire le mal. Pratiquer pour réduire le nombre d'erreurs que je vais faire. Mais de me rendre à 0 erreur est impossible. Perfection est impossible. Donc, on devient esclave à cette quête de la perfection. Les gens qui sont incapables de lâcher prise du tout sont les gens qui ont tendance de développer des problèmes anxieux,
problème de colère, problème de dépression. D'où ça vient, l'anxiété? D'où ça émerge? Bon, avant tout, il faut comprendre que l'anxiété, c'est notre allié. Ça nous aide, ça nous protège. C'est là pour nous protéger contre des menaces. Nous sommes des animaux comme tous les autres animaux. Il faut survivre. Il ne faut pas tomber d'un précipice. Donc, si j'ai peur des précipices, je suis moins à risque. Il ne faut pas être mangé par des lions, donc j'ai peur des lions. Des serpents, tout le reste. Les gens ont peur des serpents, des araignées, sans avoir jamais été mordus. Oui. Ils n'ont pas peur des fours en passant, même si on s'est fait brûler souvent. C'est vrai. Parce que dans un monde naturel, on n'a pas évolué dans un monde où il y a des fours, des poêles. Donc, alors, vrai. les peurs ont une base naturelle pour une raison. Ça augmente notre survie. Même la question de l'anxiété sociale, si on pense à ça, pourquoi on a peur d'être jugé par les autres? Parce que si je suis seul, je suis vulnérable. Si je suis dans un groupe, ils vont me nourrir, ils vont me protéger. Donc, c'est important que je sois accepté par les autres, dont l'anxiété sociale. Tout ça revient à la base de l'anxiété. C'est quelque chose qui nous protège contre des menaces. Il y a plein de différentes manifestations de l'anxiété, mais il y a 3 catégories, si on veut. Les menaces peuvent être à ma santé, au physique. Peur de mourir, de tomber, d'un lion, d'un ours, une araignée, n'importe quoi. Peur de crise cardiaque, peur de cancer. Menaces peuvent être à mon esprit. Il y a quelque chose qui cloche avec moi, j'ai des pensées bizarres. Ou menaces à l'image, qu'est-ce que les gens vont penser de moi. Et tout ça se manifeste aujourd'hui dans peur de performance et tout le reste. Donc, on cherche à contrôler cette menace. On réduit les risques en écoutant l'anxiété. Si j'ai peur d'un accident d'auto, je réduis ma vitesse. Sauf que on ne peut pas contrôler à 100%. On va quand même devoir faire face à la possibilité qu'un mal arrive quand même. Donc, les gens qui ne sont pas capables de lâcher prise sur cette petite manque de contrôle ont l'impression qu'ils ont 0 contrôle et c'est un désastre. Non, ce n'est pas un désastre. C'est possible, mais pas probable. Et donc, le plus qu'on est perfectionniste, le plus qu'on veut s'assurer que le mal n'arrive pas, le plus l'anxiété dit oui, mais peut-être, oui, mais peut-être, oui, mais peut-être. On ne sait jamais, on ne sait jamais, on ne sait jamais. Et chez les adultes, est-ce que c'est différent que chez les adolescents? Oui, en effet, le mécanisme d'anxiété est pareil à tous les âges. Qu'est-ce qui est menaçant dépend de l'âge. Un enfant de 3 ans a peur d'être seul, d'être abandonné par sa mère, ou a peur d'un monstre en dessous du lit. À un moment donné, on devient adolescent. Et ce qui est particulier avec les adolescents, il y a aussi une évolution de l'esprit, la compréhension qu'une autre personne n'a pas le même esprit que moi. Ça se développe dans l'adolescence. À l'école secondaire, soudainement, on commence à réaliser que, oh mon Dieu, les autres personnes me jugent aussi. Mais il y a aussi un autre élément, c'est qu'à l'école secondaire, on est placé dans tel groupe supérieur, mathématiques élevées, ou une moyenne, tout le reste, cotère, et tout le reste. Il n'y a personne qui me dit, comme psychologue, tu cotes 92 sur une échelle de 130 ou quelque chose comme ça. C'est vrai. Donc, je n'ai pas besoin de me comparer aux autres. Mais en école secondaire, on se compare constamment. On a des notes. Personnellement, j'étudiais à chaque examen pour au moins 2 semaines. Je connaissais tout par cœur. Je connaissais tout. J'arrivais à l'examen. Ce qui est intéressant, c'est que quand on parle de le besoin de l'anxiété, c'est là pour nous protéger. Et d'être anxieux va faire qu'on va plus étudier, plus se préparer et mieux réussir jusqu'à un tel point. Mais quand on est trop stressé, la performance commence à diminuer. Mais l'anxiété, j'ai comme l'impression que ça jouait un rôle dans l'opinion ou peut-être même la stigmatisation que les autres autour de toi pouvaient ressentir volontairement ou involontairement là, par rapport à ce que tu vivais. Mais tellement, puis tu sais, je veux dire, c'est pas nécessairement la faute des autres alentour de moi parce que c'était justement pas autant discuté qu'aujourd'hui. Tout ce qui est d'anxiété, les troubles anxieux, peu importe. Puis aussi, c'est le fait que, pour moi, me faire dire « Ah, t'es juste stressé ou quoi que ce soit », je le vois quasiment, je veux pas dire une insulte, mais je le vois quasiment comme... il minimise ta souffrance. Minimiser la souffrance. Exactement, minimiser la souffrance au lieu de l'accepter. Puis je comprends que l'anxiété a différents niveaux pour chaque personne. Donc, chaque personne, c'est différent. C'est différent, puis ça,
ben, il faut que je l'accepte, puis il faut que je le comprenne. Les gens ne comprennent pas que c'est subjectif. Exact. Alors, la stigmatisation vient du fait qu'on se met dans les situations d'un autre et on imagine que donc, elle devrait avoir ma réaction. Un exemple très concret, une madame qui avait extrêmement peur de monter en autobus. Je passe une demi de la séance essayant de la convaincre, peut-être aller prendre un autobus, un arrêt, 2 arrêts, embarque avec un sac et débarque tout de suite. Inimaginable. Là, j'ouvre mon tiroir pour sortir un crayon et j'ai des aiguilles dans mon tiroir. Elle dit, pourquoi tu as ça? J'ai dit, parce que je traite un monsieur qui a peur des piqûres. Elle dit, mais il n'y a rien là. Je dis, mais ce monsieur-là, je le traite parce qu'il a tellement peur des piqûres, il s'est fait un traitement de canal sans se faire geler. Le monsieur serait prêt à prendre l'autobus sans aucun problème. Donc, même quelqu'un avec un trouble anxieux ne pouvait pas comprendre un problème d'une autre personne. Les réactions des autres, souvent, c'est même pas malveillant. C'est plus comme, ben là, l'autobus, il n'est pas dangereux. Oui. Mais en fait, même si la personne le sait là, avec la tête, que l'autobus n'est pas dangereux, comment est-ce qu'on fait pour que le corps et le cœur et tout ça sachent vraiment, se soit ancré que l'autobus n'est pas dangereux? Est-ce qu'on désensibilise? Est-ce qu'on fait de l'exposition? Alors, finalement, il faut réaliser qu'il y a une partie du cerveau instinctive, émotionnelle, il y a une partie rationnelle, capable de faire la distinction entre une vraie menace comme un ours, mais quand c'est un ascenseur, quelque chose qui est une fausse alarme, il faut faire quelque chose qui n'est pas naturel et donc rester au lieu de fuir. Mon but, c'est de devenir comme une personne qui n'a pas peur, de devenir une personne qui n'est pas contrôlée par des peurs irrationnelles. Donc, comment est-ce que je me rends là? Très simple et très compliqué. La recherche scientifique, sans exception, pendant 60 ans de recherche, démontre que de faire face à nos peurs réduit la peur. Sauf que c'est pas si simple que ça. Ça dépend comment on fait face. Même si je sais que je ne devrais pas avoir peur, il faut le prouver à moi-même. C'est pour cette raison qu'on encourage les gens de faire face graduellement. Il faut comprendre la sensibilisation et la désensibilisation. Si je conduis quand il neige et je commence à déraper et je reprends le contrôle, j'ai appris, hey, la prochaine fois, là, fais attention. Donc, normalement, quand je vis de l'anxiété, le mécanisme qui me protège, je dois dire, alors, prochaine fois, fais plus attention. Le problème, c'est que des fois, on se trouve dans une circonstance qui n'est pas dangereuse, comme d'être jugé, par exemple, trop, ou d'être pris dans un ascenseur. Dans ce cas-là, il faut faire quelque chose qui n'est pas naturel. Si je reste et je laisse passer cette alarme, faisant face sans écouter ces fausses alarmes, laissez-les sonner. Il faut rester là-dedans jusqu'à temps qu'on voit que finalement, il n'y a pas de danger. Ouais. Donc, les comportements avec le coaching cognitif fait que généralement, on va réduire la peur. Et quand c'est très intense ou si c'est pas assez, on ajoute des médicaments. Ça peut nous aider aussi. Camilo, bon, il y a la médication, il y a la psychothérapie. Est-ce qu'il y a d'autres méthodes, justement, pour aller mieux? Il y a une gamme de traitements pour les personnes anxieuses. Avant tout, la raison qu'on fait cette balado, c'est pour que les gens comprennent qu'est-ce que c'est. Il y a, comme chez Phobie Zéro, on a des groupes d'entraide où les gens se trouvent pas si isolés. Et, mon Dieu, je suis pas le seul qui est un freak. Tout le reste, ça nous aide beaucoup. On s'encourage de faire face à nos peurs. Et il y a une autre étape, c'est de faire des groupes d'autotraitement où on a une série de rencontres, on parle de tel sujet. Il y a des exercices où on peut faire des sorties. Mm-hmm. Il y a des professionnels dans le système public par le CLSC et qui nous dirigent vers des services plus spécifiques si nécessaire. Donc, il y a toute une gamme de services disponibles et il faut reconnaître qu'un trouble anxieux est bien connu, les traitements sont bien établis et parmi tous les problèmes psychologiques, c'est les problèmes les plus faciles à traiter ou le plus traitable, si vous voulez. C'est pas toujours facile de passer à travers le traitement, mais c'est quelque chose qu'on peut s'en sortir. Je pense qu'en fait, la première étape, en tout cas, encore une fois, pour ma part, là, je vais parler de ce que j'ai vécu, mais la première étape, c'est
d'accepter, comme je disais, puis d'en parler. Tu sais, d'avoir une certaine ouverture d'esprit, justement, puis je trouve ça tellement bien, justement, qu'on en parle aujourd'hui, puis que les réseaux sociaux, c'est plus accessible aussi, puis qu'on normalise un peu qu'est-ce qui se passe dans nos têtes, puis qu'est-ce qui se passe à travers notre société, que, hey, s'il y a des moments qu'on se sent pas bien, ben c'est correct. Première chose que j'ai appris quand je suis devenu psychologue, c'est que, mon Dieu, tout le monde est pareil. On a tous les mêmes insécurités, les mêmes questions. C'est vrai que ça se connecte beaucoup. Mais ce qui est le fun dans mon travail, c'est que les gens me racontent qu'est-ce qu'ils ont dans leur tête. Et je dis, OK. Il y en a un autre qui est comme ça aussi. Et c'est aussi pour cette raison que des choses comme les groupes d'entraide ou les gens comme toi qui vont parler de leurs histoires personnelles fait qu'on s'entend là-dedans et on dit, OK, c'est quelque chose qu'on reconnaît, qui est commun. Reconnaître, exactement. En plus, c'est traitable, donc, La journée que j'ai décidé d'en parler sur les réseaux sociaux, puis que je l'ai dit, c'est là que mon traitement a commencé parce que c'était un traitement, j'avais besoin de m'exprimer, j'avais besoin de le dire, j'avais besoin de le comprendre. Puis, à partir de ce moment-là, c'est comme si j'étais en paix avec moi-même parce que j'avais été honnête. On en parle, et le plus qu'on en parle, le moins qu'on est stigmatisé. Exact. Il y a aussi la notion de pouvoir vivre avec toutes les parties de soi-même. La notion de ne pas devoir avoir l'impression qu'on doit camoufler des parties de soi-même pour être accepté et aimé. Donc là, c'est toutes les parties de toi-même. C'est de s'accepter, tu le dis. Et voilà, c'est une libération aussi. Et puis, si vous me suivez pour ce que je suis moi, tant mieux. Puis si vous me suivez pas, c'est votre problème. Tu dis, c'est correct, mon cercle va devenir plus petit. Puis moi, c'est ça qui est arrivé. Puis honnêtement, chaque personne aujourd'hui dans ma vie sont dans mon cœur et je ferais n'importe quoi pour ces personnes-là parce que ils m'ont vu dans les moments les plus vulnérables de ma vie, puis sont restés, puis ils ont compris, ils ont accepté. Puis pour moi, ça, c'est plus d'amour que n'importe quoi d'autre dans la vie. Merci, Liliane. Écoute, merci pour ton partage, pour ton ouverture, justement, pour la capacité incroyable de décrire les sensations vécues à l'intérieur, physiquement, puis dans ta tête, dans ton cœur. Je pense que ce sont ces descriptions-là qui nous aident à mieux comprendre, justement, vu qu'on peut pas avoir accès à un rayon X ou à une échographie de ce que c'est l'anxiété. Merci. C'est vraiment inspirant de voir qu'il y a des jeunes de notoriété publique comme toi qui ont décidé d'utiliser leur propre histoire pour aider les autres à comprendre qu'il n'y a pas de honte. Il n'y a pas de honte. Il n'y a pas de culpabilité à avoir non plus. C'est intéressant que tu aies insisté sur le fait que l'anxiété en tant qu'émotion et un trouble anxieux généralisé ne se vivent pas de la même façon. Je pense que ça peut aider beaucoup les gens. Camilo aussi. Camilo Zakia, psychologue. Merci pour toutes ces notions que vous avez aidé à clarifier. Hein. C'est compliqué, le grand royaume des troubles anxieux. Puis je pense qu'on en ressort vraiment avec une meilleure idée et une meilleure capacité à comprendre justement pourquoi il n'y a pas de honte à en avoir, puis aussi que c'est pas une condamnation, qu'il y a plein de solutions. Donc, je vous remercie encore une fois d'avoir été ici. Merci à toi aussi, c'était un grand plaisir. Merci. Si vous voulez retrouver les ressources dont on a parlé dans l'épisode, ou si vous avez besoin d'autres ressources, rendez-vous dans la section « À propos » du balado.